Aujourd'hui, on va décortiquer l'un des événements les plus spectaculaires qu'on ait vus sur les marchés récemment, le fameux grand crash des métaux de 2026. Comment est-ce qu'un marché en pleine ébullition a pu s'effondrer comme ça en quelques heures à peine? Allez, on plonge dedans. Bon, pour bien comprendre ce qui s'est passé, il faut qu'on rembobine un peu. Si on se fie à les banques des règlements internationaux, début 2026, tout avait l'air plutôt tranquille. Les indices boursiers grimpaient, l'appétit pour le risque semblait au rendez-vous. Mais voilà, ce calme n'était qu'une illusion. Sous la surface, des courants super puissants et parfois contradictoires commençaient vraiment à secouer les marchés. Et ça préparait le terrain pour une volatilité extrême. Alors, commençons par regarder cette toile de fond un peu complexe. Parce qu'il faut bien voir qu'avant le crash, le marché envoyait des signaux vraiment confus. En fait, on avait un vrai mélange de phénomènes. D'un côté, les investisseurs commençaient à bouder un peu les géants de la tech américaine. En même temps, les tensions géopolitiques au Moyen-Orient ajoutaient pas mal de nervosité. Si on ajoute à ça des signaux bizarres sur les marchés d'échange et des premiers signes de faiblesse du crédit, eh bien, on obtient un cocktail d'incertitude assez explosif. L'un des mouvements les plus nets, c'était cette fuite des capitaux hors des États-Unis. On voit bien que les fonds d'actions se redirigeaient massivement vers l'Europe et les marchés émergents. C'était un signe clair que les investisseurs cherchaient à se diversifier, à aller voir ailleurs, loin de la tech américaine qui avait tout dominé pendant des années. Et c'est là que ça devient vraiment étrange. Le marché envoyait des signaux complètement contradictoires. D'un côté, le dollar américain baissait, ce qui arrive souvent quand les investisseurs sont optimistes, mais de l'autre, le franc suisse, la valeur refuge par excellence, grimpait en flèche. Cette opposition, c'était le symptôme d'une énorme nervosité sous-jacente. C'est donc dans ce contexte super tendu et plein d'incertitudes qu'un événement très précis va tout faire basculer. L'effondrement spectaculaire du marché des métaux précieux. Il faut savoir qu'avant de s'effondrer, le marché était en pleine euphorie. L'argent, en particulier, était sur une trajectoire folle. Il avait déjà doublé en 2025 et là, son prix a encore bondi de 50% en un seul mois. C'était une bulle spéculative qui se formait sous nos yeux. Et l'ampleur de cette montée est juste stupéfiante. Quand on regarde la courbe de l'iShares Silver Trust, qui permet de parier facilement sur le prix de l'argent, elle est devenue quasiment verticale. C'est une frénésie qui a attiré énormément d'investisseurs et qui a fait monter la pression avant la chute. Et le retournement, il a été aussi soudain que brutal. Le 30 janvier, en l'espace de quelques heures à peine, la fête était finie. Regardez ce chiffre, moins 31%. C'est sidérant. En une seule journée, l'argent a perdu près d'un tiers de sa valeur. C'était sa pire journée en bourse depuis les années 80. Une violence absolument inouïe. Et l'or n'a pas été épargné, même si la chute a été moins sévère. Plus de 11% de pertes, sa pire journée en 13 ans. Concrètement, l'or a perdu plus de 600 $, tandis que l'argent a chuté de 36 $ par once. Tout ça en quelques heures. Du coup, la question que tout le monde se pose, c'est comment un marché peut-il s'évaporer aussi vite? Qu'est-ce qui a bien pu déclencher une telle panique? Pour le comprendre, il faut vraiment décortiquer la mécanique de ce crash. C'est une histoire qui se déroule un peu en 3 actes. Il y a eu un déclencheur, du carburant et un amplificateur très puissant. Allez, on décortique ensemble cette séquence. Tout a commencé par un événement déclencheur qui a mis le feu à un marché déjà plein à craquer de carburant spéculatif. Et puis, un mécanisme amplificateur est venu transformer ce simple incendie en véritable explosion. L'étincelle, en fait, ça a été une annonce politique. La nomination surprise de Kevin Warsh à la tête de la Fed américaine. Il était perçu comme un modéré, quelqu'un d'orthodoxe, et ça a tout de suite rassuré des marchés qui avaient peur que la Banque centrale perde son indépendance. Ce soulagement a fait remonter le dollar et c'est devenu le prétexte parfait pour prendre ses bénéfices sur les métaux précieux. Alors, c'était quoi le carburant de cette bulle? Eh bien, c'était principalement les investisseurs particuliers. On voit très bien que pendant que les institutionnels, les pros, commençaient à vendre, les petits porteurs, eux, se ruaient sur l'or et l'argent par peur de rater la hausse. C'est un schéma hyper classique des bulles spéculatives. Et il y avait un autre signe qui ne trompait pas, la manière dont les ETF sur l'argent s'échangeaient. Leur prix en bourse était systématiquement plus élevé que la valeur réelle du métal qu'ils contenaient. Cette fameuse prime, qui était là en permanence, c'était un vrai signal d'alarme, la preuve d'une demande complètement déséquilibrée et spéculative. Et enfin, l'amplificateur. Ce qui a transformé une simple baisse en effondrement total, c'est l'effet de levier.
Pour faire simple, c'est quand on utilise de l'argent emprunté pour essayer de gagner plus gros. Mais ça multiplie aussi les pertes. Quand les prix ont commencé à chuter, tous les produits financiers qui utilisaient cet effet de levier ont été forcés de vendre automatiquement. Et ces ventes forcées ont fait chuter les prix encore plus, ce qui a déclenché d'autres ventes automatiques. Bref, un cercle vicieux. Mais attention, l'onde de choc ne s'est pas arrêtée aux métaux précieux. Elle s'est propagée dans tout le système financier et elle a confirmé cette nervosité ambiante qu'on avait vue au tout début. Ce sentiment de prudence s'est répandu très vite. On voit par exemple que l'émission de dettes risquées, comme les prêts à effet de levier, a brutalement freiné. Les investisseurs, échaudés par ce crash, se sont soudainement détournés de tout ce qui leur paraissait trop dangereux. Alors, après un tel chaos, on peut se demander quelle est la suite pour les matières premières. Est-ce qu'elles sont condamnées ou est-ce qu'elles gardent un intérêt? Eh bien, si on écoute les analystes d'UBS, malgré tout ce bazar, les matières premières ont encore un rôle essentiel à jouer. D'abord, ça reste un super outil pour diversifier un portefeuille, parce qu'elles ne sont pas très corrélées aux actions. Ensuite, l'or garde son statut de valeur refuge face à l'incertitude. Et surtout, les métaux industriels comme le cuivre sont au cœur de la transition énergétique, qui est un thème de très long terme. Donc au final, les déséquilibres entre l'offre et la demande devraient continuer à soutenir les prix. Ce crash des métaux de 2026 nous laisse donc avec cette question fondamentale. Il a été le symptôme d'un marché très complexe qui navigue entre un optimisme fou et une peur panique. Dans un environnement comme celui-là, trouver un véritable havre de paix, ce n'est pas juste un objectif, c'est le défi principal. Merci de nous avoir suivis.